connaît tous ces conseils qui nous disent de faire attention à ne pas cliquer sur n'importe quoi. Notamment dans les mails et les messages qu'on reçoit, un simple clic sur un lien ou une pièce jointe pourrait s'avérer catastrophique pour notre ordinateur ou notre téléphone, ainsi que pour tous nos comptes en ligne, donc réseaux sociaux, boîtes mail, sites marchands, etc. Alors ok, ces conseils sont utiles, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment avec un simple lien ou une pièce jointe, on pourrait infecter entièrement un système et compromettre tous les comptes qui y sont associés? Surtout, on va voir que même si l'on est extrêmement prudent, donc qu'on ne clique sur aucun lien ou qu'on n'installe rien de suspect, on peut tout à fait se faire pirater, et parfois de manière particulièrement sournoise. Bon, alors déjà, ça veut dire quoi pirater? On a sûrement tous une vision différente de ce que ça peut être, donc on va essayer de se donner une définition claire. Se faire pirater ou hacker, ça veut simplement dire qu'un attaquant a réussi via diverses méthodes informatiques à accéder à des données ou des appareils auxquels il n'avait absolument pas accès à la base. Ça peut aller de simples photos de vacances à des comptes en ligne comme Facebook, Instagram, boîte mail, voire carrément un contrôle total de l'ordinateur. Voilà, c'est ça qu'on appelle le piratage. Quand on parle de hacking, on se pose souvent deux grandes questions. Comment un pirate arrive à compromettre un système et concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Alors évidemment, ces paramètres varient beaucoup en fonction de la sécurité du système et surtout de la personne à qui il appartient. Parce que bon, vous doutez bien qu'une personne de 20-30 ans tombera généralement moins facilement dans un piège informatique qu'un enfant ou qu'une personne âgée par exemple. On va se mettre en situation. Vous recevez un message d'un de vos amis sur Discord. Il voudrait juste avoir votre avis sur différentes illustrations qu'il a pu créer, et donc il vous a joint un document qui contient tout. Vous avez l'habitude de parler avec lui et vous vous faites confiance, et puis de toute façon ça va vous prendre 2 secondes, donc vous cliquez sans trop réfléchir. Vous ouvrez le fichier et là, bon, bah il se passe pas grand chose. Sauf qu'en réalité, en arrière-plan, de manière invisible, un programme s'est lancé. Au bout d'un moment, l'ordinateur se fige et une page apparaît vous indiquant que toutes vos données ont été chiffrées et qu'il faudra payer une rançon dans le temps imparti pour ne pas tout perdre. Ensuite, tous vos amis Discord reçoivent exactement le même message avec le même fichier que vous aviez reçu. Le virus se propage. Bon, alors si l'attaque n'est pas ultra sophistiquée, les antivirus des systèmes modernes devraient normalement générer au moins un petit avertissement. Mais c'est pas toujours le cas. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une attaque typique de phishing ou hameçonnage. En gros, c'est quand un attaquant se fait passer pour un proche, une entreprise ou encore un service public afin de gagner votre confiance et vous pirater. C'est la première cause de piratage dans le monde parce que, en soi, elle repose pas vraiment sur un aspect ultra technique, mais bien plus sur un aspect humain. Les pirates vont utiliser des biais cognitifs très courants pour piéger leurs victimes, notamment en insistant sur un caractère urgent d'une situation. Par exemple, vous recevez un mail de votre banque vous informant que plusieurs virements de 500 € ont été réalisés depuis votre compte. Vous avez 10 minutes pour bloquer le processus si besoin, en cliquant sur ce lien et en vous connectant. Sachant que vous n'êtes absolument pas à l'origine de ces virements, ça va faire monter le stress. Et dans la panique, certaines personnes vont se précipiter et se connecter, et donc par la même occasion, donner leur identifiant bancaire à des pirates. Dans notre cas ici, le programme qu'on a exécuté est un ransomware, ou rançongiciel en français. Ouais, c'est un peu moins classe qu'en anglais. Bien, le mot vient de la contraction de ransom, une rançon, et malware. Un malware, c'est juste un programme malveillant. Le ransomware, il va chiffrer, donc rendre indisponible l'intégralité des données d'un système, puis vous demander une somme d'argent pour que vous puissiez les récupérer. Donc si vous voulez revoir vos fichiers un jour, il va falloir payer. C'est vraiment très courant comme méthode, un bon nombre de personnes et surtout d'entreprises y ont déjà fait les frais. Et je précise, payer la rançon ne garantit en rien que vous allez récupérer ne serait-ce qu'une donnée, donc ça sert à rien. Alors ok, toutes nos données ont été chiffrées, mais par contre, comment l'attaquant a fait pour propager le virus à tous nos amis? Il n'a pas un contrôle total sur l'ordinateur, il a juste chiffré de nombreux fichiers qui étaient sur le disque dur, mais comment il a pu se connecter à notre compte Discord et envoyer un message à tous nos contacts? Bien, laissez-moi vous parler du vol de tokens et de cookies de session. Ça va être un poil technique, mais promis, vous allez comprendre. Vous entendez souvent parler de la 2FA, la fameuse double authentification. C'est ce code qu'on vous demande de saisir lorsque vous vous connectez à vos comptes, souvent envoyé par SMS. Ça permet de confirmer que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et c'est déjà une bonne barrière de sécurité en soi. Mais si je vous disais qu'avec l'attaque qu'on va voir maintenant, même la double authentification ne servirait absolument à rien pour protéger vos comptes. Ok, on va prendre un exemple. Vous vous connectez à votre compte Discord, Gmail ou Facebook, peu importe, avec votre mot de passe et le code que vous avez reçu par SMS. Ensuite, le site ou l'application va vous attribuer une suite de caractères que l'on appelle un token ou un cookie de session. Je vais pas rentrer dans les détails sur la différence entre les deux, mais concrètement, c'est juste un identifiant, comme un badge qui prouverait votre identité. Grâce à lui, vous pouvez envoyer des messages, poster des photos, lire vos mails, en prouvant à chaque fois que vous êtes bien à l'origine de ces actions. Sans les tokens, vous devriez rentrer vos identifiants de connexion à chaque action. Imaginez juste l'enfer de rentrer ces identifiants à chaque message envoyé. Ce serait juste impensable. Donc c'est bien pratique. Mais le problème avec ces tokens, c'est qu'un attaquant pourrait tenter de vous les dérober pour se faire passer pour vous et accéder à vos comptes.
Et là où ça devient dangereux, c'est que même si vous avez la double authentification active, ça changerait absolument rien. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre mot de passe et le code reçu par SMS, on vous donne ce token. Et donc si un attaquant arrive à s'en emparer, le système va pas redemander une nouvelle fois une 2FA. Puisqu'il considère que la session a déjà été vérifiée, et à partir du token, il va simplement donner l'accès à votre compte. Donc si on reprend notre histoire du ransomware de tout à l'heure, et bien une fois le programme lancé, il est allé chercher votre token qui est stocké sur votre ordinateur, ça se récupère vraiment en 2 lignes de code, pour accéder à votre compte Discord et tenter de propager le virus à tous vos amis. On a vu ici une infection en installant un programme, enfin un fichier qui cachait un programme, mais ça peut être plein d'autres choses. Exemple avec les extensions dans les navigateurs. Vous savez les trucs qu'on installe pour bloquer les pubs ou activer des thèmes particuliers, et ça arrive que ces extensions essayent en réalité de voler toutes nos données. Et puis il y a plein de types de documents qui peuvent être piégés. Un fichier Excel, Word, une image, une musique, bref, il y a plein de choses. Et le plus souvent, c'est envoyé par mail. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes ces attaques, il y a un point commun, c'est vous. C'est vos décisions, vos clics, vos installations qui ont ouvert la porte à un attaquant. C'est pour ça que la vigilance est ultra importante en cybersécurité. Ok, maintenant on va partir du principe que vous êtes assez méfiant. Donc vous n'installez aucun logiciel qui ne provienne pas d'une source sûre, vous cliquez sur aucun lien, aucune pièce jointe, vous essayez de faire les choses bien. Imaginez une situation où vous cherchez un nouveau jeu à installer sur votre PC. Donc vous vous rendez sur Steam, qui est littéralement la plus grande plateforme de revente de jeux vidéo au monde, et vous installez un petit jeu dans lequel vous incarnez un pirate qui doit survivre. Logiquement c'est sur Steam, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Eh bien en fait, pas vraiment. En février 2025, un jeu nommé Pirate FI est apparu sur Steam. De prime abord tout à fait normal, il contenait en réalité un malware de type InfoStealer. Un InfoStealer, c'est un programme qui va essayer de voler le plus de données possible sur un système. Donc que ce soit des identifiants de connexion à des comptes en ligne, des photos, des vidéos, des informations bancaires, bref, il vise à prendre tout ce qui peut être exploité ou revendu. Heureusement le jeu a été assez rapidement supprimé de la plateforme, mais on voit que même si l'on est très prudent et qu'on passe par des plateformes connues uniquement, ça suffit pas forcément, et vous allez voir que c'est pas terminé. Depuis tout à l'heure, on parle d'attaques sur ordinateur, mais n'oubliez pas que nos téléphones sont pas spécialement épargnés. Alors évidemment, on connaît tous ces messages qu'on reçoit régulièrement du soi-disant livreur qui n'a pas pu passer, ou de la douane qui nous demande de cliquer sur un lien pour payer tel ou tel montant. J'apprends à personne que c'est des arnaques, mais pourtant encore pas mal de gens tombent dans ce genre de piège. Surtout si par chance pour l'attaquant, la victime attendait vraiment un colis ce jour-là. Ça c'est vraiment le genre de piège ultra classique, mais il y a bien d'autres manières de se faire avoir. Je suppose que l'intégralité des gens qui regardent cette vidéo ont des applications installées sur leur téléphone. Figurez-vous que récemment, plusieurs applications malveillantes ont été repérées sur le Play Store et l'App Store. Oui, aussi sur l'App Store, hein. On a trop tendance à croire que sur Apple on est 100% safe, mais c'est loin d'être toujours le cas. Ces applications se faisaient passer pour de simples messageries ou réseaux sociaux, ou encore pour des applications de livraison de nourriture, donc assez classiques en soi. Mais vous vous en doutez, en arrière-plan, c'était pas la même histoire. En réalité, une nouvelle fois, un infostealer s'est exécuté. Le fonctionnement du malware était assez sophistiqué. En installant l'application, celle-ci allait demander à l'utilisateur pour accéder aux photos, comme le font énormément d'applications, donc en soi rien d'alarmant. Une fois l'accès obtenu, elle utilisait un programme d'intelligence artificielle entraîné à la reconnaissance de texte et commençait à scanner l'intégralité des photos et captures d'écran du téléphone à la recherche d'identifiants, de mots de passe ou d'informations personnelles afin de les envoyer directement vers le pirate. Vous voyez que c'est assez vicieux parce que du point de vue de l'utilisateur, il n'y a pas de signal d'alarme, donc il n'y a pas vraiment de moyen de détecter le problème. En informatique, tous les programmes malveillants qui se font passer pour des logiciels légitimes, on appelle ça des chevaux de Troie. On en voit très souvent lorsque vous essayez de craquer des logiciels. Je pense notamment à Photoshop par exemple. Pensez vraiment avoir le logiciel et il peut fonctionner, hein. Mais en arrière-plan, comme d'habitude, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, on va passer aux méthodes d'attaque qui sont particulièrement sournoises, car ici ça va devenir vraiment très compliqué de s'en protéger. Tout à l'heure, on parlait du jeu Pirate FI. C'était un nouveau jeu sur Steam, il n'y avait pas beaucoup de téléchargements, et surtout on connaissait absolument rien de l'éditeur de jeu. Ça implique pas forcément qu'il y a un problème, mais dans l'idée, c'est un peu moins safe qu'un jeu populaire. Mais si on parle maintenant d'un jeu comme Dark Souls par exemple, From Software, son éditeur, est vraiment très connu et vérifié, il y a des millions de téléchargements du jeu, donc évidemment le risque zéro n'existe pas, mais en soi, le jeu est fiable. Mais vous vous en doutez, j'ai pas pris Dark Souls au hasard. En 2022, une faille a été découverte dans le code du jeu permettant à un attaquant d'exécuter du code à distance sur l'ordinateur des joueurs. Pour être plus clair, faire absolument ce qu'il veut sur l'ordinateur d'un joueur. C'est littéralement l'une des pires failles possibles, hein. En termes de criticité, là on est vraiment à 10 sur 10. Le jeu en lui-même n'était pas infecté, hein, mais son code contenait une vulnérabilité. Une porte ouverte que personne n'avait remarqué jusqu'à maintenant. Et ce genre de faille n'est absolument pas réservé qu'aux jeux vidéo. N'importe quel logiciel comme Google, Windows, Instagram, même votre antivirus peut contenir des bugs exploitables. En moyenne, on découvre plusieurs dizaines de nouvelles failles chaque jour dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, durant l'année 2024, il
il y a eu pas moins de 40 000 vulnérabilités découvertes. C'est juste colossal. On voit même que chaque année, ce nombre augmente, ce qui indique que c'est visiblement pas le temps qui arrange les choses. Généralement, ces vulnérabilités sont corrigées assez rapidement via des mises à jour. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est important de les faire régulièrement. Ouais, sauf si c'est la mise à jour de sécurité elle-même qui crée de nouvelles vulnérabilités. Dans ce cas, ça fonctionne un peu moins, ouais. Un autre exemple est le célèbre programme israélien Pegasus, que vous connaissez peut-être déjà. Il utilisait des failles totalement inconnues, des failles qu'on appelle Zero Day, dans les systèmes d'exploitation Android et iOS, et dans iMessage, WhatsApp, etc. Ça permettait à un attaquant de vous pirater juste avec votre numéro de téléphone. Donc là, même si vous ne faisiez littéralement rien du tout, aucun clic, aucune installation, vraiment rien, et bah ça suffisait pas, vous pouviez quand même vous faire pirater. Après là on est vraiment plus du tout sur un malware de base, on est sur un niveau vraiment extrêmement sophistiqué. Ce qui peut être intéressant mais à la fois un peu flippant, c'est qu'il est tout à fait possible, voire fortement probable, que d'autres programmes similaires à Pegasus, et peut-être encore plus performants que celui-ci, existent bien actuellement, mais que personne ne les ait encore détectés et que par conséquent ils agissent encore dans l'ombre. Dites-vous bien que je vous ai montré qu'une infime partie des attaques et des malwares qui existent. Si je voulais vraiment être exhaustif en parlant des attaques Man in the Middle, CSRF, XSS et j'en passe, la vidéo serait juste interminable. Donc pour ceux qui veulent développer le sujet, l'espace commentaire est fait pour ça. Le point commun à tous les scénarios qu'on a pu voir ensemble, c'est que chaque faille, aussi technique soit-elle, commence systématiquement par une vulnérabilité humaine ou logicielle. C'est donc important de savoir comment détecter les attaques et comment s'en protéger. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les bonnes pratiques de cybersécurité et comment sécuriser au maximum son système pour réduire le plus possible les risques de piratage. D'ici là, moi je vous dis à bientôt, c'était Fleg, à plus.